Bonsoir à tous, l'After est en direct sur RMC, l'After est en direct sur After Foot TV jusqu'à minuit évidemment. Vous écoutez l'After, première radio de France. Le soir, nous sommes donc à Lille pour la deuxième étape de notre tournée, de notre saison des 20 ans. 20 ans d'After et on est ravis de pouvoir en partie ce soir célébrer tout cela au centre d'entraînement du LOSC qui nous reçoit royalement. On remercie le club d'ailleurs, on en reparlera un peu plus tard. Et on est donc avec Olivier Giroud qui est là avec nous. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Merci à vous. On va pouvoir parler de Lille, de son retour en Ligue 1, de plein de sujets de ta carrière, bien sûr, ensemble, avec Daniel Riolo qui est là. Daniel, bonsoir. Bonsoir les amis. Avec Florent Gautreau. Florent, bonsoir. Salut à tous. Et avec Maxime Chanot, parce que Maxime, qui désormais fait partie de la bande de l'After, a joué avec toi il y a encore quelques semaines à Los Angeles. Et on était d'ailleurs nous aussi sur place avec Maxime il y a quelques mois. Révélation de l'été. Salut Maxime. Au début on a cru que c'était un tube de l'été, mais en fait non, t'es plus qu'un tube. Tu traverses les saisons. Salut à tous. Ouais, je traverse les saisons. Ouais. Plus sur le terrain malheureusement. C'est intéressant parce que ce qui s'est passé pour les débuts d'Olivier à Lille, Maxime nous l'avait dit en juin. Bah oui, je connais le ballon. Voilà. Alors, après 23h, je précise qu'on parlera également de l'équipe de France qui joue demain. On a la compo. Mbappé sera titulaire alors qu'il est sorti blessé du dernier match avec le Real. Est-ce que c'est bien raisonnable ? On parlera du nouveau coach de Monaco, Sébastien Pocognoli. On évoquera également les difficultés d'Habib Beye à Rennes. Et puis l'Algérie qui s'est qualifiée aujourd'hui pour la Coupe du Monde. L'Algérie a gagné 3-0 face à la Somalie. Les Algériens sont qualifiés, donc ils sont de retour à la Coupe du Monde. C'est un retour de 14 ans plus tard pour les Algériens. On en parlera tout à l'heure, 12 ans plus tard. On en parlera tout à l'heure ensemble, bien sûr. Bon, tu sais que Florent, il faut que tu le saches quand même, qui est tourangeau. Je crois qu'il le sait, il saoule tellement que tout le monde est au courant. Il faut faire des rappels. Florent, depuis à peu près 20 ans, parce que ta carrière finalement est très très longue. C'est vrai que sa carrière, c'est un peu l'After, c'est quasiment les mêmes dates. Ouais. Mars, premier match pro, mars 2006. Voilà. Wow. Ça veut dire que tu es obligé d'arrêter à la fin de l'année. Pour que ça colle vraiment. Et Florent nous parlait déjà de toi à Tours en disant on a un gars chez nous, vous allez voir. Bon, on a vu depuis. Ouais, donc, parce que c'est vrai que ça correspond à peu près à ça, parce qu'il y a Istres avant, effectivement. Ouais. Mais c'est vrai que Tours, c'est l'envol. Enfin, en termes de stats, de médiatisation. Et je me souviens qu'on a fait certaines émissions, Ligue 2 d'ailleurs, le vendredi soir, où déjà Olivier était interviewé et émergé, mais c'est vrai que Tours, c'était, alors pour moi qui étais tourangeau et supporter du Tours FC, c'était incroyable. Et on a failli monter en Ligue 1, c'est la dernière fois d'ailleurs que Tours avait failli monter en Ligue 1, et on était, Olivier, à la lutte avec Montpellier, et c'est pour ça que Montpellier après a recruté Olivier. Ouais, joli clin d'œil. La première année, avant-dernier match au stade de la Vallée du Cher, et le vainqueur avait son destin entre ses mains pour monter en Ligue 1. Ça a été à Montpellier, et un an après, je signe là-bas, donc c'était un joli clin d'œil. Alors moi je me souviens très bien de cette époque parce que j'étais à ce match, à l'époque je commentais à la Ligue 2 et moi aussi comme Flo je venais au stade à Tours et je me souviens de cette interview, on faisait les interviews d'avant-match et donc tu viens pour la première fois, j'avais vu dans un match d'avant effectivement qu'il y avait toi et Koscielny dans cette équipe de Tours, donc ça faisait 2 joueurs qui clairement était au-dessus. Je me souviens pas de tout de notre entretien à ce moment-là, mais un truc m'avait marqué. Donc évidemment, tu es jeune, tu démarres, et je te demande quels sont les joueurs que tu aimes, comment tu te vois plus tard et tout, et tu pars sur 5 minutes sur Zlatan, que tu kiffes, son style, que tu aimerais lui ressembler, parce qu'il est grand, il a de l'allure et tout, et j'étais là, je dis, wow, putain, il est ambitieux, ce jeune joueur, et t'adorais ce joueur, tu me l'as dit clairement à ce moment-là, donc je sais pas si par la suite, tu l'as croisé, tu l'as toujours kiffé, tu as joué avec lui, tu l'as fréquenté. J'ai joué avec lui, mais je ne lui ai pas dit tout de suite que mes potes m'avaient offert son maillot et tout pour Noël. Non, je lui ai pas dit tout de suite, le connaissant que c'était l'un de mes joueurs préférés, mais oui, je voulais lui ressembler. C'est quelqu'un que j'admirais beaucoup, mais après, de là à dire que je voulais être lui, c'était pas mes propos, on est d'accord. Pas lui, mais c'était le genre de joueur à qui tu voulais ressembler. Qui t'inspirait. Parce qu'il a un gabarit imposant et qu'il est très adroit, très habile techniquement. Et voilà, on va pas faire toute sa carrière, mais c'est un très grand joueur. Ouais. Mais ça me surprend. J'ai pas abordé Shevchenko. Parce que ça a toujours été mon joueur préféré. Ah, c'est vrai ? Ouais. Et pourquoi ?
parce que c'est un joueur de classe extraordinaire et qui savait finir pied gauche, pied droit, de la tête, qui était assez véloce. Et qui a joué pour le Grand Milan que je supportais. C'est la grande époque. Ouais. Donc j'avais le poster dans ma chambre quand j'étais petit. Bon, parlons un peu du LOSC et de l'actualité. Est-ce que tu considères que c'est une réussite pour l'instant, ton arrivée ici à Lille ? Je me suis bien adapté. J'ai fait un bon début de saison, une bonne prépa. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait une prépa complète. Donc... voilà, là, vraiment mon intégration s'est faite naturellement. Benjamin André l'a souligné. Au début, quand je suis arrivé, il avait l'impression que j'étais là depuis plusieurs années. Et sur le terrain, pareil, avec Bruno et son staff qui font du très bon travail. Je prends beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup de plaisir sur le terrain. Je pense que ça s'est vu, ça se voit depuis ce début de saison, même si on aurait aimé, sur le plan comptable, avoir quelques points de plus. Mais je suis satisfait de ce début de saison. On n'est jamais qu'à 5 points du leader et c'est très encourageant pour la suite. Plus de victoires en Europa League. Puisque tu parles du leader et du match et qu'on est dans l'actu, avant de dérouler ta carrière ensuite, je vais rester sur l'actu puisque tu m'en donnes l'occasion en parlant de 5 points du leader. Dimanche soir, après le match, nous on a dit que justement l'écart aurait pu être un petit peu plus faible parce que vu l'équipe qu'il y avait en face, on n'a pas compris pourquoi Lille a été aussi peu ambitieux. Alors, quand tu reçois le Paris Saint-Germain, déjà on ne connaissait pas l'équipe, on l'a su juste avant le match, mais le plan était de faire attention, d'essayer de bloquer leur milieu, notamment Vitinha. Donc on n'a pas changé de notre fusil d'épaule, quand bien même Vitinha ne jouait pas d'entrée. Et le plan, c'était de bloquer l'axe. D'où les 3 milieux de terrain, d'où le profil des 3 milieux de terrain. Voilà, c'est ça. Okay. Et puis moi aussi qui restais dans l'axe pour bloquer, ne pas sortir sur Pacho, lui laisser le ballon et rester au milieu pour les empêcher de développer leur jeu. Ça a plutôt bien marché, on a récupéré beaucoup de ballons, notamment en première mi-temps. Maintenant, après, je pense qu'on aurait pu mieux les exploiter, clairement. Est-ce que tu n'as pas regretté, toi, vu la compo du PSG ? Est-ce que tu t'es pas dit, mince, on aurait pu être plus ambitieux ? À un moment donné, on aurait peut-être pu sortir... on l'a fait, mais peut-être pas on devait le faire quand il y avait des passes en retrait ou voilà, des triggers de pressing, comme on dit. Mais c'est vrai que c'est toujours facile de parler après le match. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par rapport au PSG qui est de l'ordre de la soumission, c'est-à-dire de se dire, tiens, en gros de complexe, tout simplement d'infériorité, alors que là, il n'y avait pas de complexe à faire ? Ouais, c'est vrai, surtout qu'on jouait à domicile, mais encore une fois, on a été solide, on a récupéré beaucoup de ballons, on les a pas laissés jouer, ils n'ont pas eu 50 occasions. Mais c'est vrai que sur le plan offensif, je dirais que on s'est donné les moyens en récupérant ces ballons assez haut sur le terrain. Et après, en faisant des différences sur les côtés, de les mettre en danger. Je pense qu'on a pêché surtout un peu dans la prise de décision dans la dernière Moi, je phase, vois à dans quoi les tu 30 fais derniers allusion. mètres. Oui. Dans les 30 derniers mètres. Je vois parce que souvent, ça partait sur les côtés. Toi, tu étais là, tu attendais. En fait, les transmissions, elles ne se faisaient pas assez vite. Il y avait un peu de retenue, il y a eu moins d'habileté chez certains joueurs qui sont habiles d'habitude. J'avais l'impression qu'on jouait un petit peu légèrement avec le frein à main. Exactement. Moi, je trouve ça intéressant là, ce que tu mets en avant par rapport au match de Lille, mais il y avait exactement la même chose qu'avec Auxerre au PSG, là, quand ils ont joué, c'était la semaine juste avant. C'est vrai que le PSG a mis en place un espèce de... Il y a trop de respect de la part des adversaires du PSG, et c'est le cas avec Lille. Honnêtement, si vous jouez un peu mieux le coup, si vous y croyez un peu plus, surtout contre un PSG qui aujourd'hui n'est pas prenable, en tout cas, c'est le moment de jouer le PSG. Si tu le prends pas là... Oui. Et c'est vrai que c'est dommage. Je trouve qu'il y a un sentiment, peut-être que vous auriez pu faire plus. Alors, on dit toujours que nul n'est prophète en son pays. On a l'impression que toi, tu n'étais pas trop prophète à Los Angeles, mais que tu es redevenu prophète ici. C'est ce que nous avait annoncé Max. Hein. Parce que nous, quand on était à Los Angeles... Los Angeles et les États-Unis, c'est pas mon pays. Voilà. Donc, comment expliquer finalement que ça n'avait pas trop marché là-bas ? Le système n'était pas fait pour toi, c'est ce qu'on voyait, alors que là, tu t'es retrouvé dans une configuration qui te correspondait mieux ? Ouais, bon, on a discuté longuement avec Max dès que je suis arrivé. Donc j'ai compris que le coach aimait jouer en transition avec des attaques rapides
et des mecs qui prenaient la profondeur, notamment sur les côtés. Le fait est que moi, j'ai toujours eu la chance d'évoluer dans des équipes qui aimaient avoir le ballon, la possession et qui dominaient leur sujet. Et ce qui favorise quand même plus le numéro 9 dans la surface pour se créer des occasions. Il y avait des fois où le coach à LM me demandait de redescendre bas, même plus bas que nos deux ailiers. Et au final, des fois, j'avais pas le temps d'arriver dans la surface parce que c'est kick and rush. Donc, non, clairement, le système de jeu ne me convenait pas. Après, de là à dire que je regrette mon passage là-bas, jamais, parce que je suis très content d'avoir vécu cette expérience, mais content d'être rentré en Europe dans un championnat qui me correspond et que je connais mieux. Mais donc, quelque part, c'est intéressant sur le profil d'Olivier Giroud, parce que ton profil est un profil d'ailleurs qui se fait rare. Mais il faut que les équipes qui ont ce genre de profil jouent pour toi, avec pas les équipes, pour moi, mais aussi les joueurs d'ailleurs, parce que moi je suis pas là pour défendre Olivier. Après il y a eu un constat, c'est vrai que déjà la problématique que tu as eue, c'est que tu arrives en cours de saison. Je pense que ça n'a pas aidé non plus, sachant que la MLS est en décalé par rapport aux équipes européennes, vous savez. Donc il t'arrive au mois d'août, je pense. Donc on était en pleine saison, il restait une dizaine de matchs. Déjà c'est une première chose. Mais la réalité, c'est aussi la qualité des joueurs qu'il y a autour de toi aujourd'hui par rapport à la qualité des joueurs qu'il y a à Lille. Voilà, il faut être très honnête. La MLS reste la MLS. Et aujourd'hui, moi je regarde tes matchs, t'es servi, tu donnes le ballon, tu le reçois sur ton bon pied. Voilà, je vais pas critiquer mes anciens coéquipiers. Surtout que c'est toi qui devais faire des passes. C'est la problématique. C'est pour ça que je suis autour de cette table maintenant. Tiens, moi je voudrais prolonger la discussion justement sur le profil. Imaginons, à une époque ça s'est fait il y a très 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 longtemps, l'entraîneur-joueur. Imagine que tu dois te auto-coacher. Comment justement avec ton profil, comment tu construis l'équipe ? Qu'est-ce que tu demandes à tes coéquipiers de faire pour que, alors pas Olivier Giroud brille, mais pour que l'équipe joue avec un profil comme le tien. Imagine-toi coach avec toi qui doit te mettre titulaire. Qu'est-ce que tu demandes à l'équipe pour ton épanouissement ? Oui, c'est vrai que mon profil, j'ai besoin d'un collectif pour exister. Voilà, tout le monde le sait. Ma force, c'est la surface. Donc, je dirais faire le maximum pour m'alimenter dans la surface. Mais il faut que le bloc soit haut ? Tu demandes à tes joueurs de faire un bloc haut si tu es l'entraîneur de l'équipe dans laquelle tu joues ? Ouais, alors de toute façon, dans le football moderne, ce que j'aime aussi, ce qu'on fait ici, ce qu'on a fait au Milan, voilà, c'est un pressing haut et, pour essayer de récupérer le ballon le plus haut. Plus tu récupères le ballon haut, plus tu es dangereux rapidement. Donc oui, ça fait partie du football moderne, clairement. Après, pas forcément. On peut aussi se servir de moi dans des attaques rapides en point d'appui. Mais c'est sûr que j'ai besoin d'avoir de l'activité, du mouvement autour de moi, du soutien pour pouvoir combiner. Parce que tu as cette faculté à combiner. On arrivait bien à le faire. On en parlait la dernière fois à Chelsea, notamment j'avais autour de moi Willian, Pedro et Eden. En fait, c'est des mecs qui aimaient jouer avec moi parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient s'appuyer sur moi et redemander, tu vois. Et en fait, on essayait de combiner comme ça, même dans les petits espaces dans la surface. Et tout est une question de complémentarité au final. Donc, d'avoir des joueurs qui se complètent dans leur qualité sur le terrain. Là, tu as signé pour 1 an à Lille. Ouais. Le fait que ça se passe bien, est-ce que tu te projettes sur une prochaine saison de footballeur ou pas encore ? Pas du tout. Je me concentre sur cette année. Déjà... qu'elle se passe bien et on verra, on fera les comptes à la fin. Potentiellement, ça peut être ton dernier club, quoi. Tout à fait. On ne sait pas. Très certainement, ouais. Très certainement. Ouais. Là, si tu continues, ce sera à Lille. S'il part, il va aller. Tu vois, là maintenant, s'il continue, ça paraît logique à son âge. Ouais, tu retourneras pas en MLS. Ouais. Non, ça c'est sûr. Une question justement sur la gestion de cette saison, notamment physiquement. Ouais. Parce que la question qu'on avait posée, les questions qui se posaient sur toi, en dehors du problème de système, parce qu'on était persuadé que le système à Los Angeles n'était pas le bon, on a parlé avec Max à Los Angeles et Max nous a rassuré, nous a dit physiquement, Olivier, il est toujours au top, ce qui se confirme a priori. Mais quand même, il faudra te gérer dans la saison. Il faudra sur les temps de jeu. Est-ce que tu en parles avec Bruno Genesio ? Est-ce que tu n'as pas l'impression déjà qu'on t'utilise beaucoup ? Je me souviens du match où tu as voulu tirer le penalty à la fin, et moi instinctivement, je me suis dit, il est rôti, il va faire n'importe quoi. C'est mon devoir de le tirer. Donc, ouais, mais justement sur cette gestion physique, puisque toi tu es très au point là-dessus, est-ce que tu penses qu'il va falloir avoir la sagesse d'aller sur le banc ?
Ouais, il faut être vigilant. Après, il y a vraiment une relation de confiance qui s'est installée avec Bruno et son staff. On communique beaucoup et il me demande souvent comment je me sens, quel est mon ressenti. D'ailleurs, le match de la Roma, il avait hésité à me faire commencer, mais il est à l'écoute et avec tout le staff, on fait attention. Maintenant, moi, je suis le plus heureux sur le terrain et quand je me sens bien, je veux jouer. Maintenant, c'est sûr, là, par exemple, on a joué Lyon-Roma à Paris. J'ai joué Lyon tout le match. La Roma... 60 minutes et le coach m'avait dit que j'allais jouer 60 minutes. Voilà, c'est clair, carré. Et après Paris, je laisse ma place à 15 minutes de la fin parce que je suis fatigué. Mais pour commencer les matchs, non, je fais le maximum en termes de récupération, en termes de préparation, pour me préparer à jouer un maximum de matchs. Et parce que je suis un compétiteur et que je veux... faire attention physiquement bien sûr parce que la dernière fois une petite alerte à l'adducteur mais je me sentais bien et je l'ai pas vu arriver donc tant que ça va et que je suis en forme et que le coach a besoin de moi, bien sûr que je compte jouer un maximum de matchs. Bon, Zlatan a arrêté à 41 ans. Ouais. Donc ça laisse une petite exemple. perspective. Dans un instant, on va parler de l'équipe de France parce que Kylian Mbappé a parlé de toi aujourd'hui. On va l'entendre dans quelques instants. Avec Koundé, Dembélé maintenant, qui revient dans l'axe. Ou pas Mécano, pourquoi pas, il sait le faire, ça, il l'a fait au Bayern, le ballon de la part de Mbappé. Giroud, le record pour Giroud, le but pour l'équipe de France, la passe décisive pour Kylian Mbappé, et tout ça nous donne un but pour les Bleus. 44e minute, Mbappé, Giroud, et ça fait but, 1-0 pour l'équipe de France. Voilà, c'était contre l'Australie. C'est le but donc du record de meilleur buteur en équipe de France, qui tient toujours évidemment. Pologne. Oui. C'était pas contre l'Australie, c'était contre la Pologne. Le 52e contre la Pologne. Celui-là, c'est le 52e contre la Pologne ? Le 51e contre l'Australie, le 52e contre la Pologne. Non, mais c'est le but du record, donc c'est le 52e. Le record. Donc c'est le 52e contre la pas Pologne. égaler le record, c'est battre le record. Nuance. Ensuite, tu es allé jusqu'à 57. Ouais. Kylian Mbappé est à 52. Ouais. Et aujourd'hui, on lui a dit, comme demain il y a un match contre l'Azerbaïdjan et qu'on a régulièrement gagné quand même 10-0 des fois contre l'Azerbaïdjan, il dit le record. Réponse de Kylian Mbappé. Je pense que je vais le battre. Mais quand, je sais pas. C'est pas quelque chose à laquelle je pense beaucoup. Peut-être demain, qui sait. Mais peut-être que ce sera dans longtemps. Mais je pense que je brise pas de tabou si je dis que je peux enfiler des buts contre n'importe qui. Voilà, bon Kylian Mbappé quoi. C'est un peu prétentieux, non ? Mais ça, Sûr de lui. Mais ça gêne vraiment les gens. Moi, ça me gêne pas, ça me fait marrer quand ils disent. Prétentieux ou sûr de lui ? marrant, La France, ça me fait sourire. mais moi, quand j'étais du côté du Luxembourg et qu'on me disait Le on prend connaissant, pas au sérieux, ça me fait marrer aussi. je me mets à la place des joueurs de l'Azerbaïdjan, c'est moyen, non ? Oui, mais bon, après, on sait que l'Azerbaïdjan va souffrir contre l'équipe de France. Ah, qui sait ? Mais toi, Toi, quand tu entends Kylian qui dit ouais, je vais le battre, hein, il balaye ça un peu d'un revers de main. Non, évidemment qu'il va me battre. Bah oui. Faut être sérieux. Oui, Et mais- il a encore au moins 5-7 ans, si ce n'est plus, en équipe de France. Donc j'espère qu'il va même arriver jusqu'à 100 buts. Voilà, et ce serait la logique. Mais on se souvient quand même j'espère qu'il y a- juste qu'il me battra après Noël, comme ça je pourrais fêter Noël correctement. Mais on se souvient, sur les relations justement avec ce type de joueur, je parle pas de Mbappé parce que Mbappé a cristallisé beaucoup de choses, mais la jeune génération, cette façon de parler là, Ouais. on doit y réagir. Tu dis waouh, je pense pas que tu aurais fait ça il y a quelques années, et c'est pas un jugement de valeur hein, Ouais. de ça pour lui ou pour toi. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un truc qui a évolué et qui rendrait les choses par exemple difficiles si tu voulais revenir en bleu? Est-ce que tu penses pas que les jeunes parfois vont très très vite, trop vite? Alors c'est pas une volonté de revenir en bleu, mais parce que je suis très fier de ce que j'ai fait avec les Bleus et j'ai reçu un super hommage. J'ai tourné la page. Maintenant, les nouvelles générations, oui, elles sont comme elles sont. Moi, je sais que ma personnalité, c'est pas moi de dire ce genre de choses. Maintenant, Kylian il est quand même très à l'aise maintenant
dans ses conférences de presse et il ajoute une petite pointe d'humour de temps en temps. Donc non, moi je trouve qu'il y a beaucoup de naturel quand il dit ça. Je trouve ça assez détendu, naturel. Enfin attends, quand il dit de toute façon on sait que je peux enfiler des buts contre n'importe qui. C'est le cas, mais je trouve que c'est factuel en fait. Ouais, c'est pas... Après, moi je trouve c'est intéressant que tu parles de ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs, notamment de ta génération, qui seraient incapables de revenir en équipe de France par rapport justement à ce qui se passe en dehors du terrain. Alors oui, pour rebondir là-dessus, oui, il y a un décalage générationnel en équipe de France, mais encore une fois, en 2024, j'arrivais à le gérer, à dealer avec, quoi. Surtout qu'on était encore quelques-uns de l'ancienne génération. Il est plus présent en équipe de France ou en club ? Ce décalage générationnel, le fait que tu les vois, enfin que quand tu es en club, tu vois les joueurs beaucoup plus souvent, tu as du temps, tu as l'occasion de pouvoir passer du temps avec eux. En équipe de France, vous voyez pour 3, 4, 5 jours, vous n'êtes pas forcément aussi proches. Bon, après, c'est compliqué d'y répondre, mais tu trouves que c'est plus marqué justement quand c'est l'élite du footballeur, ou c'est le cas par exemple aussi dans les championnats de France ? Ouais, c'est une bonne question. Écoute, au quotidien, ce qui est bien, c'est que tu peux apprendre à connaître les mecs un peu plus, échanger avec eux, leur donner des conseils, apprendre à avoir des affinités avec eux. Alors, en équipe de France, le temps est compté et souvent, quand tu as fini le dîner, tu vas dans ta chambre. Donc voilà, surtout si c'est des mecs avec qui tu as passé peu de temps en sélection. Et surtout que c'est instable finalement. Tu as des joueurs qui viennent, qui repartent. Tu n'as pas forcément le groupe. Bon, tu as le Satur, mais tu as quand même des joueurs qui arrivent, qui repartent, que tu ne revois peut-être pas le prochain stage. Mais attendez, parce que pour bien comprendre ce que vous êtes en train de dire et pour poursuivre un peu la question de Flo, les trucs de génération, un peu à toutes les époques, ça existait. Platini, quand il quitte l'équipe et qu'il devient entraîneur, dit c'est pas comme avant. Donc c'est un petit peu toujours pareil. C'est comme nous, les jeunes journalistes. Est-ce que ça signifie que quand tu étais en équipe de France, à un moment, forcément, une sorte de loi naturelle faisait que tu étais plus pote avec les mecs de ta génération, de ton âge par rapport aux jeunes? Ou est-ce que plus globalement, on note aussi que dans cette nouvelle génération, il y a par exemple des comportements, sans forcément les juger, mais que vous n'auriez pas, c'est-à-dire peut-être un peu moins d'humilité, plus d'arrogance, de prétention? Il y a quelque chose de cet ordre-là que vous notez? Ou c'est quoi alors, pour bien comprendre ce que vous êtes en train de dire? Non. Moi, comme je l'ai toujours dit, je suis un caméléon, je m'adapte et je suis très sociable et je suis capable de m'entendre avec un gamin de 20 ans, tout comme un mec de mon âge. Donc, moi, j'ai jamais ressenti en fait ce problème, ce décalage aussi en équipe de France. Donc, j'ai jamais eu de problème ou à me plaindre, ou je me suis jamais senti mal à l'aise ou un peu mis de côté. Et c'est aussi peut-être du fait d'avoir eu jusqu'à récemment des mecs de ma génération. Mais je peux rigoler et passer du temps avec les jeunes. Et il y a toujours eu une espèce de respect mutuel, en fait. Donc, à partir de là... Tu disais que tu avais tourné la page. Florian Thauvin a été rappelé 6 ans plus tard. Je dis ça. Alors, Flo n'a pas annoncé sa retraite. Puis il n'a pas fait la fête, il n'y a pas eu une fête d'hommage. C'est terminé, Il n'a pas annoncé sa retraite. Olivier, il y a des grands artistes qui ont annoncé leur retraite et qui sont revenus. Si Didier Deschamps a besoin de toi. Flo Thauvin, il n'a pas annoncé. Il n'a pas annoncé. Donc lui, je repose ma question. Si Didier Deschamps a besoin de toi. C'est la France qui t'appelle. Si la patrie a besoin de toi. La mère patrie. Voilà. Non, moi, il faudrait vraiment qu'il y ait une énorme hécatombe pour me rappeler. Parce que là, déjà, il manque 5 attaquants et le coach ne me rappelle pas. Mais il a bien compris que moi, j'avais tourné la page. Maintenant, si sur un match ou un rassemblement, il y a besoin de dépanner, c'est pas fin mai, il n'y a que des blessés. C'est pas mon style. Non. C'est pas mon style de refuser une sélection. Quand bien même j'ai annoncé ma retraite, donc pour rendre service, je pourrais le faire. Mais ce serait. Prenons un cas précis. Là, tu parles de rassemblement d'un match lambda. Là, ok, on te rappelle pas, on appelle Jean-Philippe Mateta. Imaginons, tu arrives vers la Coupe du Monde, il y a effectivement une hécatombe, des blessés, et là, Didier Deschamps sait que connaît ton profil. Déjà, technique. Il connaît les States. Ta mentalité, tu connais les States. Il sait que, comme tu l'avais dit à un moment donné, tu l'avais bien emmerdé d'ailleurs à ce moment-là en disant moi je suis capable d'être sur le banc, il n'y a pas de problème, je peux tout faire. Ouais, donc il te connaît en 2022, il connaît cette capacité-là et il connaît ton expérience et ce que tu peux apporter. Précisément pour la Coupe du Monde, pas pour un rassemblement lambda contre l'Azerbaïdjan. Là, ce serait
Si on t'appelle à ce moment-là, il te dit j'ai besoin de toi. Eh ben, on peut en discuter, on verra. Mais on n'en est pas là. Sachant que si Max. tu refuses, après, tu as un problème avec la FIFA. Hein. C'est ça. Donc, À la FIFA, ils disent pas, mais non, il a eu l'hommage, le bouquet de fleurs, tout est fini. Il a C'est pas une annoncé. excuse, ça. On verra. Moi, je voudrais revenir sur l'évolution du. Enfin, je suis désolé, non, mais sur les retraites, puisque Griezmann n'a pas eu droit à son hommage. On note, toi, tu as eu droit à l'hommage, Non, parce comme qu'en tu le disais. fait, il aura son hommage à lui-même. D'accord. Voilà. Tu es au courant de ça? Ouais. Ah, tout seul, tu veux dire. Ouais. Oui, c'est bien qu'il l'ait. Ça devrait arriver. Ça devrait, parce que pour l'instant, on se demande toujours un peu ce qui se passe avec lui. On a vu qu'il n'a pas fait de message pour Dembélé Ballon d'Or. Enfin, toi, là, tu disais, pour toi, ça a été propre, ça a été nickel. On a l'impression que pour lui, toi qui as connu ces bleus-là, tu n'as pas l'impression qu'il y a eu un gros souci Griezmann Deschamps, Griezmann la Fédé. Tu ressens pas ça comme ça? Non, c'est moi, Grisi, je pense qu'il a à l'Euro 2024, oui, il a quelque part il y a eu de la déception. Donc après, moi j'ai arrêté, lui il a continué, et après il a, je pense, mûrement réfléchi à sa décision de vouloir arrêter. Maintenant, il devrait recevoir un hommage, je ne sais pas quand, mais on en avait discuté ensemble en tout cas pour voir si on pouvait le faire ensemble ou pas, mais le fait est que moi j'en ai eu un et lui il en aura un et il aura son maillot dans le Hall of Fame. Dans un instant, on continue la discussion ici en direct du domaine de Luchin avec Olivier, Max, Daniel, Florent. A tout de suite dans la... Jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Fait une action construite qui part de Debuchy. Valbuena, Debuchy, Giroud. Et Giroud pour ses C'est un débuts. contre magnifique, magnifique. Ouais, pour première sélection titulaire, décisif. C'est une bonne façon de prendre confiance et surtout de prendre des points pour l'Euro. Voilà, bah ça c'était le premier. C'est un peu moins enflammé que sur RMC. Hein, c'est À Brême, c'est la télé. la C'était contre l'Allemagne. Nationalmannschaft. Effectivement. Donc, Première sélection contre les États-Unis. Ouais, 11 novembre 2011. Les Bien chiffres. retenir. 11-11-11. Armistice, 11 novembre. bon clin d'œil. Mes débuts des hostilités en Voilà. équipe de France. Et c'est le début aussi, nous, de nos débats éternels sur Olivier en équipe de France. Nous, les il y gars, avait quand pas- même, parce que Olivier a occupé un espace oui. médiatique quand même pendant 10 ans. Absolument, sauf que la vérité, c'est que nous, en tout cas, on n'a jamais ni douté de son niveau, ni du fait qu'il doit être en équipe Non, de on France. a On a plutôt fait partie, nous, de ceux qui l'ont toujours défendu. Ouais, alors c'est la vérité. On a répondu à des débats, effectivement. Le débat, et moi je me souviens avoir souvent défendu Olivier Giroud pour plein de raisons, mais notamment pour le profil. Parce qu'en fait, il y avait ce débat-là sur est-ce qu'il a sa place en équipe de France, et à un moment donné, il y avait le profil. Mais je voulais revenir sur un truc qui correspond aussi à l'arrivée d'Olivier à Lille. À chaque fois, plein de fois dans ta carrière, il y a eu des questions. C'est-à-dire que je pense que c'est ce truc-là qui te fait avancer, la fameuse résilience, c'est-à-dire ah mais tu crois qu'il a le niveau 2 ? Mais tu crois, moi je me souviens qu'on m'a dit quand tu es parti de Tours, pour Montpellier, et tu crois qu'il a le niveau de la Ligue 1 ? Après 2012, je me souviens, j'étais pour les Jeux à Londres, et les Anglais me demandaient, mais tu crois que le Frenchie qui arrive là, il a le niveau de la Première Ligue ? Et en fait, à chaque fois on doute, et même là, pour le retour de Los Angeles en Ligue 1, ce qui va Il être n'est un peu pas la trop fin. vieux. Et moi, Ouais, j'ai la il est réponse. pas trop vieux pour revenir. En fait, à chaque fois, est-ce que c'est le moteur qui te fait au contraire que tu dis, Mais moi, je vais est-ce leur que montrer ? Bah oui, est-ce que c'est pas légitime, dans un sens, Non, ça dépend. de se poser des questions Ah. C'est légitime de se dire, Non, il pas n'a sur jamais ton joué en profil. Ligue 1. Il n'a jamais joué en Ligue 1. Est-ce qu'il va réussir en Ligue 1 en venant de Tours Mais toi tu Quand tu arrives à Arsenal, il y a Van Persie, est-ce qu'il va pas cirer le banc toute la saison ? Après, bon, le fait est qu'il part à United, Mais à un moment, t'as pas pensé que c'était quand même un peu exagéré? Je veux dire, c'est qu'on se le dise après Tours pour Montpellier. Ok. Après, de Montpellier à Arsenal. Ok. Mais après, les années, elles passent. T'es en équipe de France. T'es titulaire. Les buts, tu les mets. Au bout d'un moment, tu t'es pas dit, oh les gars, faut que je fasse quoi? Non, mais après, Pour qu'on arrête de là où poser ça a des été questions. un peu dur et un peu insistant, c'était en équipe de France. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, après, Arsenal, ça s'est super bien passé. Sur la fin, la classe de Wenger a fait que il m'a dit pour ce que tu as fait pour le club, je ferai tout pour que tu sois heureux. Je pars, je vais à Chelsea. Et ça se passe bien aussi. Et après, je joue au Milan. Donc, de ce côté-là, tous les choix que j'ai faits et les clubs que j'ai faits ont été des choix payants.
Après, en équipe de France, le problème, c'est que, ouais, à un moment donné, peut-être qu'on remettait en cause, on n'aimait peut-être pas mon profil aussi. C'est pas ton profil, c'est ta personnalité. On en revient avec la nouvelle génération où les gens, en fait, en dehors, ils sont tellement assurés que presque ils convainquent les gens qui sont autour d'eux. Et ta problématique, c'est que tu es tellement modeste, et ça, c'est une réalité. Je te connais en dehors du terrain, et ça, je pense que actuellement, dans le football moderne qui dure depuis un certain temps, ça a joué en ta défaveur, je te le dis direct. Et moi, je vois en tant que joueur, parce que j'ai joué contre toi, on a eu la chance de croiser les chemins sur le terrain, je te connais en dehors, encore une fois, je le répète, j'ai joué avec toi. Et le fait d'être trop gentil, et alors trop gentil, attention, hein, toute proportion gardée, je pense que ça t'a pas aidé dans ta carrière. Enfin, ça Il répond pas. Non, C'est parce que c'est ma nature. ou bien dans certains moments chauds, en équipe de France, de pas t'être exprimé ou de pas avoir eu envie de monter au front médiatiquement, dire les moments où c'était Benzema ou Giroud, parce que c'est ça le fond du truc en fait. Ouais, mais bon. Où tu t'étais fait siffler, même je me souviens sur un match. Ça m'avait touché. Où tu avais marqué un but. 2016. Et là les gens sifflent le buteur de l'équipe de France. Ouais, c'était dingue en fait. L'équipe avait titré Giroud le mal-aimé. Et les mecs qui chantaient la chanson de Clo-Clo, on s'était marré là-dessus. Non, mais ça m'avait fait mal. Mais qu'est-ce que tu veux y faire ? Tu peux pas plaire à tout le monde. Et il y a forcément, à un moment donné, il y a des gens... Mais c'est sûr que ça a été injuste. Et ça, j'en parle aussi dans le film, le doc. Je dis que j'en ai souffert. Mais ça, les gens ils s'en sont pas rendus compte. Mais en équipe de France, j'en ai mangé. Ouais. Bon, ce qui s'est passé, moi, pour ma théorie de l'équipe de France, c'est mon avis, c'est qu'à votre corps défendant, et toi et Benzema, vous avez été récupérés politiquement. C'est que vous avez symbolisé à vous deux France. Je le répète, à votre corps défendant, t'as rien fait pour. Je crois pas qu'il ait fait beaucoup pour non plus, même si 2-3 déclarations ont quand même été un peu gênantes, et que vous avez un petit peu divisé les gens autour de ce que on a voulu vous faire représenter. Moi, c'est ma théorie. Et à un moment, c'est ça qui a été, je pense, le trop-plein qui a fait que, en plus, on t'a presque fait porter le fait qu'il n'était plus là, alors que tu étais absolument pour rien. C'était absolument pour rien. Ça qui me gênait. Et on te faisait payer ce truc-là. Ouais, c'est peut-être là, d'ailleurs, que là-dessus, tu veux... Non, c'était ça qui était frustrant pour moi, parce qu'on me reprochait l'absence de Karim. Voilà. Bon, après... On me pose toujours ces mêmes questions encore 10 ans après. Mais en fait, il fallait se mettre à ma place, quoi. J'étais là, si ça avait été un autre, ça aurait été pareil, quoi. Je faisais mon boulot sur le terrain et j'avais rien demandé. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était tu venais en équipe de France à reculons ? Tu disais ça va recommencer ? Je venais pour tout, j'y allais pour tout casser. Parce que je voulais montrer que sur le terrain je pouvais assurer, même s'il y avait pas Karim, c'est tout. Et peut-être que là, médiatiquement, une grande interview pour dire clairement, moi j'y suis pour rien, ne me faites pas porter. Je l'avais dit à l'époque de nombreuses fois. Est-ce que Didier Deschamps n'aurait pas pu mieux jouer le coup sur ce cas-là ? J'ai l'impression que c'est un petit peu caché. Hein. Il a un peu laissé la maison brûler et il a un peu mis ça de côté. Est-ce qu'il n'aurait pas pu être plus présent ? En tout cas, moi, de l'extérieur, c'est comme ça que j'ai senti la chose. Peut-être. J'ai le souvenir qu'il m'a quand même beaucoup défendu dans le sens où il disait qu'il ne comprenait pas l'injustice dont je faisais l'objet. Il m'a soutenu publiquement plusieurs fois. Donc, non, après... ce que tu veux, tu peux pas faire taire les gens sur ce sujet, quoi. Enfin, je reviens à la question de Daniel sur le fait de devoir prouver à chaque fois. Nous, on a fait cette émission à Los Angeles avec Max, c'était en juin ou en juillet, et effectivement, on disait, mais en fait, on voit plus Olivier Giroud, il joue pas, donc on se disait, c'est bon, quoi, c'est peut-être la retraite, c'est fini. Et donc, quand tu viens, notre interprétation dans l'after, c'était Olivier Létang fait venir Olivier Giroud. Bon, c'est un pari d'Olivier Létang. On avait l'impression même de l'extérieur que c'était uniquement le choix d'Olivier Létang. Bon, il s'avère qu'au final, c'est un choix pour l'instant payant, réussi. Mais clairement, dans l'after, on a douté. On se disait, est-ce que ça va marcher ? Ouais, mais encore une fois, c'est logique parce que c'est vrai que je disparais un peu des radars. Enfin, je joue un match sur 2, voire sur 3. Clairement, je ne me voyais pas finir comme ça. Donc, à un moment donné, mon agent me dit, écoute,
Mika me dit il y a Olivier qui veut t'appeler, il veut te parler. Écoute-le. Et en fait, ça a matché assez rapidement, quoi, parce que les valeurs que partagent Olivier et le club du LOSC, et que ça soit aussi le staff, Bruno, sont les miennes, à savoir travail, ambition et humilité. Mais ça a matché assez rapidement. Et encore une fois, Lille, la ville de Lille, le club. Donc tu es venu pour Olivier Létang? Je suis venu pour le projet de Lille. Qu'on t'a proposé, qu'on t'a vendu. Exactement. Et t'as trouvé quoi alors? Parce que toi, tu reviens de Angleterre, avec toutes les institutions dans lesquelles tu as joué, les stades, l'ambiance. Tu vas à Milan. Et là, on se dit, bon, c'est un peu la fin de carrière, il va retrouver ses potes, tant mieux. Tu reviens en Ligue 1, tu viens à Lille. Qu'est-ce que tu as trouvé dans ce club? Comment tu le vois? Comment tu imaginais qu'il était? La Ligue 1, elle a changé depuis 2012 où tu es parti. Que tu as fait un reset total. Qu'est-ce que tu as eu sous les yeux finalement? Ce plaisir si vous m'aviez posé la question il y a 2-3 ans, j'aurais dit, je vous aurais certifié que la Ligue 1 n'était pas une priorité. Ouais. Merci. Maintenant, le fait d'avoir eu ce coup de fil à ce moment-là, ça a fait tilt dans ma tête, quoi. Donc, le fait de revenir dans un championnat que je connais, en France, chez moi, proche de ma famille, et surtout des ambiances, des atmosphères et des stades qui sont quand même différentes de ce qu'on vit aux États-Unis. Ouais. C'est quand même autre chose. Cette adrénaline, cette compétition, en fait, tout simplement, et le fait de bosser avec un staff avec qui je voulais bosser. Mais Lille, tu connaissais les infrastructures? Je connaissais, j'étais déjà venu, on était venu avec l'équipe de France quelques mois auparavant. Ouais. On était venu jouer un match ici, on s'était entraîné à Luchin, et j'avais été agréablement surpris par toutes les installations, et surtout le côté sain de ce club, quoi. Et Olivier Létang qui a fait un travail remarquable depuis plusieurs années ici à remettre le club à flot, et puis encore une fois le groupe, la qualité du groupe, la qualité des jeunes, et le fait de travailler avec Bruno. Et le coach Bruno Genesio, parce que pour info, je sais que du côté de Rennes, déjà à l'époque, il avait souhaité, enfin il aurait pu souhaiter te recruter, il n'y a pas très longtemps après Chelsea. Donc Genesio, c'était aussi une des raisons de ta venue. Totalement. Et est-ce que c'était pas aussi une revanche personnelle de ne pas arrêter sur un échec, entre guillemets, même si c'était pas un échec, parce que l'aventure, là, il a été bien plus que les dernières semaines où tu as un peu moins joué. Est-ce que c'était pas une revanche personnelle, toi, qui dans ta carrière a toujours su rebondir? Est-ce que tu voulais terminer sur une bonne note? Alors, mais je le prends pas comme un échec. Non, pas du tout un échec, c'est pour ça que je voulais bien. Los Angeles, parce que Mais te connaissant, toi qui as marqué beaucoup de buts. J'ai fait le maximum, et tu me connais. Et même si on peut toujours mieux faire, je peux pas le prendre sur moi. Je peux pas dire que j'ai échoué, parce que j'étais pas le seul à. Quand je dis échec personnel, c'est pas forcément, c'est par rapport à la situation générale. Ouais. Moi, je me suis entraîné avec toi. Moi, je peux vous le dire autour de cette table. Olivier, c'était le meilleur à l'entraînement. C'est encore une fois, jusqu'à la dernière semaine où tu étais là, l'entraînement. T'abuses un peu. Non, mais la réalité, c'est vrai. Il nous a dit que c'était toi tout à l'heure pour la pub. Sérieusement, le niveau, moi, je le voyais dans. Mais te connaissant, toi, je sais le compétiteur que t'es. Voilà, t'as connu des hauts et des bas dans ta carrière. Est-ce que justement, t'avais pas cette envie de dire, je peux pas arrêter sur ça? Évidemment. C'est ce qui a fait que le déclic de revenir en France aussi, comme me l'ont dit mes proches, de se faire une dernière tournée de revoir dans tous les stades français. Giroud. Voilà, avec tout l'amour et la sympathie des Français. J'ai pu le remarquer. Ouais. Le premier but que tu as marqué avec Lille et les buts depuis, mais ça devait être dingue. C'était dingue. Et puis même à Brest, le premier match, beaucoup de sympathie des supporters. Et puis bon, je ne sais pas si je suis pas le seul joueur lillois à avoir été applaudi à Lens, quand même. Non. On s'était fait la remarque en rigolant. Non, ça fait chaud au cœur. Ouais. Juste pour finir sur les Bleus, est-ce qu'on se trompe si on se dit que ta plus grande émotion, ça a été 2018, même si tu n'as pas marqué dans cette Coupe du Monde, et la plus grande frustration 2022, où en plus tu es sorti en finale tôt? Ah ouais, là ça a été frustrant. Grave. Par contre, les deux se tiennent dans le sens où la Coupe du Monde 2022 a été importante pour moi parce qu'à la base, je ne devais même pas y être.
comme on en avait parlé, parce que le coach ne voulait pas me mettre sur le banc avec Karim dans l'équipe. Et c'est là que tu dis, je suis prêt à venir sur le banc. Pas, ce sera trop difficile pour toi. Et c'est là qu'on est différent avec le coach, où je lui ai dit, écoutez, c'est votre vision des choses, mais moi, je me sens de même faire avec des miettes, comme il avait dit. Tu auras des miettes. Je les prendrai, les miettes. Et au final, le fait est que j'ai joué cette compétition dans la peau d'un titulaire et j'ai marqué 4 buts et j'ai dépassé Titi. Donc pour moi, ça a été notamment ce but contre l'Angleterre, une sensation, une émotion extraordinaire. Tu le vois sur ma tête, de toute façon. Ouais. Donc, oui, frustration de ne pas avoir marqué à ce mondial 2018. On ne va pas en faire l'histoire, mais on m'avait demandé si j'ai changé la Golden Boot de Kane qui avait marqué 6 ou 7 buts contre mon titre de champion du monde. J'ai dit, tu rigoles, quoi. Non, mais voilà, ça a été 2 Coupes du Monde très chargées en émotions, et c'est vrai que une petite frustration sur la finale quand même, parce qu'on est passé à côté. Les grands champions, on cherche toujours à savoir. Vas-y, Daniel. On cherche toujours à savoir, les grands champions, quand est-ce que c'était leur prime. C'est quoi le prime, Giroud? C'est une bonne question. Je crois que c'est autour de 2016. Je fais ma meilleure saison sur le plan comptable. 30 ans. Je pense que pour un attaquant, 29 ans, 30 ans, 31 ans, on est souvent en haut au top de notre jeu, je dirais. C'est qui les joueurs qui sont avec toi, qui te font briller à ce moment-là et tout? Remets un peu le contexte. Ouais, il y a un collectif. C'est Arsenal, il y a Mesut Ozil, Santi Cazorla, Theo Walcott, Jack Wilshere, Ron Ramsey, Alex Oxlade-Chamberlain, Alexis Sanchez, si je me trompe pas. Ouais. Donc des super joueurs et un collectif bien huilé et la confiance d'un coach. Il y a eu d'autres belles saisons, hein, mais sur le plan comptable, je retiens celle-là. Puis aussi avec l'Euro en France, où là, pareil, on n'est pas passé loin, quoi. Dans un instant, il nous reste un petit quart d'heure ensemble. On a une surprise, qui arrive. C'est tout de suite dans l'after. Une surprise. À tout de suite. L'after, là, il continue jusqu'à minuit sur RMC After Foot TV et sur BFM Lille, Grand Littoral. On salue les téléspectateurs qui nous suivent exceptionnellement ce soir et qui découvrent peut-être l'after sur BFM Lille. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, Maxime Chanot est là, Olivier Giroud avec nous encore pendant quelques minutes. Je l'ai dit, pendant 20 ans, on a suivi ta carrière, 20 ans d'émission pour nous, 20 ans de carrière pour toi. Et nous, on a des souvenirs assez forts de Montpellier. Parce que déjà, on était, Daniel, rappelle-toi, sur la place de la Comédie, le soir du titre, le bordel, à se faire bombarder d'un peu tout. C'était assez dingue. Et nous, cette année-là, on a eu des soucis avec René Girard. Non, c'était après, pas cette année-là. Parce que cette année-là, qu'est-ce que tu voulais dire? Il brillait et tout. C'est l'année d'après, en fait. Que quand lui, il est devenu un peu plus virulent et tout. Les phrases, les petits cons de l'after-foot, c'est pas l'année du titre, hein. Je suis prêt à mettre un petit billet dessus. Bon, on n'a jamais présenté René Girard comme l'entraîneur le plus offensif et le plus séduisant de l'histoire du football. Ça, d'accord, mais l'année du titre, je ne crois pas qu'il y ait eu. C'était là les polémiques. Ça doit être l'année d'après. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'était pas le Pep Guardiola français, quoi. Voilà. Mais l'équipe de Montpellier championne, elle joue, hein. D'ailleurs, tu sais que tu es le seul. Pardon, on joue un beau football. Absolument. Ouais. Cette année-là, c'est pour ça que je dis que c'est plus après. Mais cette année-là, à Montpellier, tout le monde, de l'entraîneur, tout le monde est en surperformance. Ouais. Et tu es le seul qui fait une vraie carrière après. Il n'y en a pas d'autres des joueurs. C'est rarissime ce genre de truc. Que ce soit l'entraîneur, les joueurs, je peux citer toute l'équipe. Hilton. Mapou, Yangan Biwa. Ils ont tous. C'est clair. Rémi, Cabella, Benjamin Stambouli. Cabella, il joue pas tout le temps. Je joue pas tout le temps. Attendez. Daniel, là, tu viens de faire un truc. Tu viens de nous faire une boulette énorme, en fait, sans le savoir. Parce qu'on est en ligne avec quelqu'un qui a fait quand même une carrière, faut le reconnaître. Et avec qui tu avais eu à un moment quelques bisbilles, mais qui maintenant est avec nous. Non, mais le seul, je sais pas qui c'est, mais le seul. C'est Younes Belhanda qui nous écoute. Non, mais j'allais dire, le seul. Tu vas me dire que tu l'as pas dit. Vous me laissez pas terminer les phrases. Le seul qui arrête un peu. Le seul qui après a fait une ou deux saisons, mais c'est pas une carrière où tous les ans ça a continué. Il n'y a pas eu tous les ans. Le seul qui a fait tous les ans, c'est Olivier. Younes Belhanda est avec nous. Bonsoir Younes. Salut à tous. Salut, bonsoir à tous. Younes, comment ça va, frérot? Olive. Ça va? Et toi, purée, ça fait combien de temps? Ça va.
Ça fait un moment. Ça fait 13 ans, je crois, 12-13 ans. Ouais, on avait une belle équipe quand même. Hein. On avait une belle relation. Et je suis content de la. Je t'ai suivi. Je suis content de la carrière que tu as fait. Merci. Tu peux être que fier de toi. Merci frérot. J'apprécie. Daniel, t'as pas fini, vas-y. Donc je disais que Olivier est le seul joueur qui derrière toutes les saisons était là. Younes Belhanda a fait 1 ou 2 saisons. Pas beaucoup plus, alors qu'il avait, surtout cette année-là, c'est une révélation du championnat au milieu de terrain, son talent, on trouvait tous que c'était un super joueur. Après, tu peux les prendre ceux qui ont été blessés. On n'a jamais revu Jamel Saïd, qui était un super milieu de terrain. Gary Bocali s'est blessé, on l'a pas revu. Il y avait Bedimo, pareil. Enfin, tous sont pas. J'ai pas souvenir d'un joueur de Montpellier qui cette année-là ensuite. Tu as oublié Yang Ambiwa qui a disparu aussi. Yang Ambiwa, il est en équipe de France et après disparition. C'est bizarre le destin de cette équipe-là, mine de rien. Cette année-là, beaucoup de choses nous réussissaient, comme tu l'as dit. Mais après, on avait un collectif, on avait quand même un système de jeu assez séduisant, je trouve, même si vous dites que René c'était après. Le coach le plus offensif. Il avait cette faculté à nous donner son énergie, sa grinta, et au final, on jouait quand même un jeu offensif, donc on prenait beaucoup de plaisir sur le terrain. Mais c'est sûr que beaucoup de choses nous réussissaient, et c'était notre année, clairement. Younes, la théorie de Daniel, tu la confirmes ou tu n'es pas d'accord ? Non, c'est pas faux, même si on a eu des carrières qui sont un peu en Angleterre, en Allemagne, mais on a fait quand même nos carrières, je pense, la plupart. Rémi, Benj, tu vois, on a fait des belles petites carrières. On n'a pas comparé à Olive, non, parce qu'il a joué en équipe de France, il a fait sa carrière, la Coupe du Monde, l'Euro finale. Bien sûr. Rémi, je le comptais pas parce qu'il n'est pas vraiment titulaire dans ce Montpellier-là. Il joue peu quand même. Il arrive quand nous on part à la CAN. Il joue. C'est ça. Rémi, je le comptais pas. Pareil, il rentre. Lui, il fait sa carrière en Ligue 1. Il était dans le turnover. Il était dans le turnover. C'est ça. C'était quoi ta relation, Younes, sur le terrain avec Olivier ? Le 10 et le 9, quoi. Franchement, c'était beau. Le 10 et le 9, exactement. En fait, moi, je m'appuyais beaucoup sur lui. Voilà, on était complémentaires. Voilà. J'ai souffert aussi après dans mes clubs où je me suis référé beaucoup à Olivier. Et tu vois, je cherchais ce numéro 9 comme Olivier qui était bon derrière, dos au jeu, mais que même dans les appels de balles, les petits appels entre les défenseurs étaient très bons aussi. Et ça, ce qu'on néglige dans sa caractéristique. Mais Younes, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce débat sur ce profil qui n'existe pas tant que ça, malheureusement, je dirais même dans la formation. C'est ton avis aussi qu'on retrouve moins maintenant ? On le retrouve moins parce qu'on a des joueurs plus athlétiques qui vont encore plus vite, qui vont maintenant à 2000 à l'heure, tu vois. Donc on cherche plus des joueurs qui sont plus rapides, surtout avec la profondeur, surtout avec les systèmes de jeu qui sont mis en place maintenant où tactiquement c'est vu et revu par les entraîneurs, par la vidéo. Et c'est vrai que ça se fait moins, mais je peux te dire qu'Olivier Giroud, il a fait du bien à beaucoup l'équipe de Français. Quelque part, même ton profil, Younes, le vrai 10, le gars capable de garder le ballon, le donner proprement, la technique, ça aussi ce genre de profil. Et pourtant, on n'est pas en train de parler des années 80, on parle de 2012. Hein. Le foot a surtout quand les équipes elles sont un peu en galère. Oui, les équipes quand elles sont un peu en galère, tu vois, comme nous à l'époque à Montpellier, on n'était pas en galère, mais tu vois, quand tu mets des longs ballons, moi, où j'allais à droite ou à gauche, je savais qu'Olive, il allait me la mettre dans la course, tu vois. Il avait cette technique-là, que ce soit de la tête, de la poitrine, du pied, il savait où te la mettre, parce qu'il avait cette qualité technique aussi. C'est pas un grand gaillard où tu te dis qu'il avait la qualité technique. Et tu vois les buts qu'il a mis, il a mis des retournés. Exactement, c'est ce que je confirme. Malgré ton gabarit, c'est vrai que tu as cette capacité quand même techniquement à pouvoir jouer dans les petits espaces. Ça, c'est pas propre à tout le monde, hein, vraiment. C'est une grande qualité et tu l'as utilisé à Arsenal, tu as utilisé à Chelsea, là vraiment c'était... En matière de retournée, j'ai un mauvais souvenir ou c'est toi, Younes, qui met le plus beau contre Marseille ? Bon, après, je mets le plus beau, ça. Pour le mettre en confiance. Une passe de... J'ai pas froissé ma mémoire. J'ai pas froissé ma mémoire. À Montpellier. Non. Ah oui, mais ça, c'est le plus beau but. J'ai eu le trophée. Sur passe d'Olivier ? Ouais, c'est moi qui le mets. Sur passe d'Olivier, une passe dégueulasse, mais... dégueulasse, mais si elle n'avait pas été dégueulasse, mon poulet, tu l'aurais pas mis. Tu n'aurais pas venu un peu en l'air, tu vois. Tu n'aurais pas fait un beau but. Je me souviens très bien de ce match parce qu'il y a ce beau but, il y a victoire pour vous là-bas, qui est dans un match très important. Il met un beau but aussi, Olivier. Absolument. Et j'ai ma petite théorie que les Marseillais ont laissé filer ce match aussi. Évidemment. On les a atomisés. Ils n'ont pas bougé parce que ça les arrangeait bien que vous preniez le titre à au PSG.
c'était pas si tard. C'était un bon moment dans la saison. C'est ma théorie, c'est personnel. Daniel fait du C'est personnel. c'est encore 10 ou 11 C'est personnel. C'est une théorie personnelle. Sur la fin de saison, il y a Tu beaucoup m'aurais dit d'équipes qui sont un peu. 2 matchs de la fin. Ben oui, c'est ça. Ça va, il Et restait Lille, 10 ils ont matchs, fait exprès de perdre à la 92e chez nous. Ouais. Non. Moi, je vais écouter. Tout était beau. Sur cette fin de saison, attends, moi j'ai pas dit, votre saison elle est extraordinaire. Et ce que tu fais, mais même, il n'y a pas que vous deux, je répète, il y a des joueurs qui font des saisons ça a été un incroyables. collectif. Incroyable. Votre Ça a été collectif, un il est vraiment. Mais moi je dis, ce match, il n'était pas en plein après-midi, soleil et tout, ça tapait fort pour que les Marseillais courent aussi peu. Il faisait chaud. Je ne sais pas pourquoi je me souviens aussi bien de ce match. J'ai trop de mémoire, je suis désolé. Mais Younes, il met un but énorme. C'est pas comme si c'était de Paris, Marseille, ils sont chez eux. Tu mets doublé, toi, là-bas. Olivier, tu te souviens de tous les matchs comme ça? Les pénaltys. Tu as une mémoire des matchs Je me souviens des moments clés, clairement. Je me souviens de presque de tous mes buts. Ah ouais. Et non. Le plus beau, c'était à Tours. Le plus beau à Tours. Oh la vache. Il dormait depuis 5 minutes là. Non, il a un but incroyable à Tours. Je ne sais pas si tu te souviens, mais tu as un but. Alors, je ne sais plus contre qui, mais c'est une frappe de très très lointaine, un but qui finit. Ça, c'est avec Montpellier, mon premier match contre Dior et non, il y a un but aussi, Olive, que tu mets sur le côté où tu veux centrer et que tu marques. Et là, tu n'as jamais dit si tu voulais centrer ou marquer. Ça, tu l'as jamais dit. Je me rappelle plus c'était qui l'équipe. Il est temps de le dire. Du droit, je me souviens, je voulais centrer, je la dévisse un peu, elle lobe le gardien. Magnifique. Non, il y avait tout qui nous réussissait. Mais tu sais que pour un neuf, qu'on dit un peu neuf, joueur de surface, un peu à l'ancienne, tu as mis une tonne de vrais très beaux buts. Super but. J'ai la chance d'avoir une belle panoplie pour montrer à mes enfants. Le coup du scorpion. Il y en a eu d'autres. Il y en a beaucoup. La volée en équipe de France. La volée. Younes, à l'époque, quand vous vous revoyez entre Montpellierin, vous vous dites, mais c'est incroyable le parcours qu'a eu Olivier, ou vous saviez, je sais pas comment vous voyez ça. Même dans les médias et tout, je l'ai toujours dit, moi, ça a été injuste ce qui s'est passé avec lui en équipe de France et tout. C'est n'importe quoi, tu vois. C'est l'injustice pure et dure et méchante, tu vois. Ouais. Qu'il y a eu avec Olivier. Surtout que c'est un mec, tu vois, sympa, même j'en suis sûr en équipe de France. Tu vois, comme il est là maintenant, il n'est pas comme ça en vrai. Il est plus que taquin, il rigole et tout. Et ça a été vraiment une injustice. Même que les joueurs, même les joueurs de l'équipe de France, je pense qu'ils auraient pu monter au créneau pour lui, tu vois. C'est ce qu'on ça a été dans le foot moderne. Ouais, ça a été vraiment d'injustice. Ça, Younes, ça se fait pas beaucoup maintenant. Figure-toi que. Figure-toi que. Je mourrais avec toi, Olive, je serais monté au créneau. Younes, maintenant que tu interviens sur RMC régulièrement, est-ce que tu penses que quand Olivier aura arrêté sa carrière, il aura une place parmi nous? Ouais, il sera bon consultant. Je pense qu'il devrait nous rejoindre. En revanche, ce que je ne comprends pas, c'est comment Younes Belhanda n'a pas encore fait l'after. Ça, c'est vrai. Là, je trouve que c'est quelque chose de totalement anormal. Il attendait que tu dises qu'il ait fait une carrière pourrie pour venir. Non, mais le problème, c'est que vous transformez toujours mes paroles. Mais moi, je pense que Younes, il faut qu'il vienne dans l'after. Bon, mais on va s'organiser dans les jours qui viennent. Avec plaisir. Merci Younes pour le clin d'œil, c'était sympa. Avec plaisir. Younes, prends soin de toi, frérot, ça m'a fait plaisir. Toi aussi, frérot. Bonne soirée. À très bientôt. Ciao, les gars. Allez, encore 5 minutes avec Olivier. On en profite. On se retrouve tout de suite dans l'after. C'est vrai que je l'attendais depuis un petit moment, ce premier but chez les pros. Donc c'est exceptionnel. En plus, à la dernière minute, je donne la victoire à l'équipe. Donc, Sinon, c'est passer une bonne nuit. Le ballon de la part de Mbappé. Giroud. Le record pour Giroud. C'est bien parce que c'est vrai qu'il réalisait que des bouts de match depuis le début de saison et quand on rentre 10 minutes, un quart d'heure, c'est dur de se montrer, c'est dur parfois de marquer tout simplement, même si c'est un buteur en CFA2. Giroud. Jusqu'à minuit, l'after-foot. Gilbert Bribois. Daniel Ariello, Florent Gautreau, Maxime Chanot avec nous, Olivier Giroud. Nous sommes en direct toujours de Luchin, centre d'entraînement magnifique du LOSC. On a eu la chance de visiter quelques parties des installations. On a vu les fameuses cabines de Bielsa qui sont toujours là. C'est magnifique. Olivier a fait référence tout à l'heure quand il est venu avec l'équipe de France. C'est vrai que le centre d'entraînement du LOSC, c'est quand même quelque chose de dingue. Ouais. Et il faut le souligner. Alors effectivement, il y a les fameuses cabines de récupération et les chambres individuelles que Bielsa avait souhaité, mais en dehors de ça, il y a vraiment pour le staff médical, pour l'entraînement, c'est magnifique. Très beau complexe. Ouais. Je vais juste revenir sur un truc quand même, parce qu'on n'a pas parlé, cette phrase qui me titille dans la carrière d'Olivier Giroud. Est-ce que vraiment un coach, j'ai un nom, mais on verra, a dit à Grenoble que tu n'avais pas le niveau pour jouer et pour être pro, je sais plus si la phrase elle existe. C'est bien, c'est Bazdarevic. Misha Bazdarevic. On est mais d'accord. Encore une fois, à l'époque,
il n'avait pas tort dans ses propos, parce qu'en fait, j'avais 18-19 ans. Il m'a dit, tu n'as pas le niveau de la Ligue 2 et encore moins de la Ligue 1. Mais oui, mais ça, c'est évidemment. Je commence ma carrière, mais tu ne peux pas dire ça à un gamin de 18 ans, 19 ans. Ça m'avait fait... C'est resté dans un coin de ma tête, voilà, ça m'avait un peu motivé encore un peu plus. Et c'est pour ça que je suis pas resté, je suis parti pour aller chercher du temps de jeu. Voilà, il faut que ça soit aussi un bon exemple pour les jeunes s'ils ne sont pas lancés directement dans leur ouais, je trouvais ça intéressant parce que Mecha Bazarevic avait dit cette phrase qui était une violence dingue pour un gamin de 18 ans, quand bien même tu pourrais le pas. Le foot est violent quand tu es jeune. Il y en a qui se font lourder des centres de formation. Il y a plus de gamins qui se font lourder que de gamins qui finissent trop. Je trouve que pour tous les gamins qui écoutent, de voir la carrière derrière d'Olivier, un gamin à qui on a dit ça. Toutes les carrières ne sont pas linéaires. Hein. C'est exactement ça, mais ça peut arriver d'entendre ça. Le plus important, c'est de se relever les manches et de montrer sur le terrain. Et voilà, moi qui suis très croyant aussi, j'ai laissé faire les choses, et, j'ai bossé, j'ai pas dit grand-chose. Maintenant, quand on me lance sur le sujet, j'en parle, mais je lui en veux pas. Je lui en veux pas parce que l'erreur, entre guillemets, est humaine. Je l'ai recroisé quelques années plus tard en Ligue 1. Il était coach à Sochaux, j'étais à Montpellier, j'ai mis un triplé contre lui. Je l'ai vu avant le match, mais pas après. Mais en tout cas, voilà, si je le recroise un jour, on en rigolera. Mais il avait manqué un peu de tact à ce moment-là. Ouais. Est-ce que tu envisages déjà ce que tu vas faire quand tu arrêteras le football ? J'aimerais rester dans le football parce que j'estime que je dois rendre au football ce qu'il m'a apporté, tout ce qu'il m'a appris. Donc, rôle de transmission, vraiment transmettre ma passion, que ça soit pour les jeunes ou les moins jeunes, je sais pas. Il n'y a pas 36 000 postes. Alors c'est ça le truc. Plus sur le terrain ou en dehors ? Mais il y en a plus qu'on pourrait le penser. Tu te vois plus sur le terrain ou en dehors ? Non, je veux pas coacher. Je veux pas coacher, ça c'est sûr, parce que tu as encore moins de temps pour ta famille. Et j'estime que ma famille a fait quand même pas mal de sacrifices. Et surtout, je veux profiter d'eux aussi. Et non, j'évoquais il y a quelques années, tu sais, directeur sportif, parce que tu touches un peu à tout. Ça, c'est la mode. Politique de recrutement, l'académie, le contact de l'équipe première. Beaucoup de travail. Mais c'est énormément d'investissement aussi, de travail. Moi, je vois Sylvain ici, Armand. Il est à tôt le matin, il repart tard le soir. Donc, après, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. On veut rester actif. Mais je pense que je vais y réfléchir. Je vais passer aussi quelques diplômes, formations. Et puis, je vais me laisser le temps de savoir vraiment ce que je veux faire. Mais ouais, rester dans le foot. Et pourquoi pas aussi, de temps en temps, ponctuellement, faire des missions de consultant pour rester un peu dans le circuit visible. Ton micro t'attend. Où que ce soit. On garde ton numéro. Il y a quand même un truc sur la longévité de Didier Deschamps, de Olivier Giroud, n'importe quoi, mais Didier Deschamps aussi. Mais je voulais en parler parce qu'on parle beaucoup de gastronomie dans l'after. Et t'as un truc sur l'alimentation qui est assez dingue et drastique. Comme il y a Gilbert qui est un adepte des graines, on a beaucoup de questions là-dessus. Est-ce que c'est vrai que c'est vraiment millimétré, pas de sucre, pas de fruits? C'est Max quoi le régime qui mange des graines le matin, tous les matins. Et ça ne fonctionne pas. Non, t'es bien. Non, en fait, moi, je me considère un peu comme un épicurien. J'aime beaucoup manger. J'apprécie la gastronomie française. Je suis très content d'être rentré en France aussi pour ça. Mais je fais très attention à ce que je mange. Ouais. Voilà. Après, il y a le côté physiologique. J'ai la chance d'être entre guillemets plutôt bien constitué et du coup pas prendre facilement. Mais de toute façon, l'été, je perds du poids. Je perds du muscle. Et je reviens et tu me fais le test de masse grasse, c'est souvent entre 8 et 9. Quoi, donc. Est-ce que tu continues à manger ton carré de chocolat après l'entraînement? Mais il n'y a plus de nonni pour me le donner. Ah mince. Celle qui prenait soin de nous à LA en cuisine a été adorable. Mais non, les petits plaisirs de temps en temps, évidemment. À Noël, la raclette, période des fêtes, c'est la base en tant que bon saveur. Le repas du sportif. Donc Flo, tu voulais entendre un régime drastique je sais qu'il fait très attention, mais je voulais un peu les détails pour les... Non, je fais attention, évidemment, parce que j'estime que de toute façon, tu ne peux pas avoir une longévité comme celle-là si tu ne fais pas attention à ton sommeil,
Moi, sommeil, je le mettrais en numéro 1. Ce que tu manges et aussi l'hydratation, voilà. Récupération, récupération avec toutes les... Alors justement, on parle beaucoup de ça, de ta forme, longévité, mais on dit aussi que le foot sur ces dernières années, il a considérablement évolué, plus d'intensité, plus de vitesse. Qu'est-ce qui est plus dur pour toi? J'imagine un peu tout entre ton âge maintenant et 25 ans, mais si tu devais l'expliquer, cette différence, le football a à ce point changé, les joueurs vont plus vite, on leur demande plus d'efforts, il y a moins de récup, on accumule les matchs. Oui, Quel c'est regard ça, tu c'est portes sur toute cette l'intensité. Je évolution? dirais que c'est l'intensité, la répétition des efforts. C'est pour ça qu'il faut prendre soin de son corps. Mais avant tout, si tu veux durer, il faut avoir la motivation et avoir l'envie de continuer à se faire mal. C'est ça aussi. Mais un match, c'est plus dur physiquement? Ouais, bien sûr. T'as senti une évolution par rapport à quand tu quittes la Ligue 1? Oui, le football d'aujourd'hui par rapport à il y a 13 ans, oui, il y a encore plus d'intensité, plus d'impact dans les duels, je dirais. Les équipes sont prêtes. Moi, je trouve qu'on laisse il y a moins d'écart. Beaucoup moins de place à la créativité. On a le temps encore pour une question. Et je vais la prendre sur nos messages WhatsApp. Il y a pas mal de supporters lillois, évidemment, qui ont suivi et qui voulaient parler de l'accueil que tu as reçu ici. Parce que les Lillois, ils sont comme des fous, bien sûr. Avec ton arrivée. Qu'est-ce que toi, tu as envie de leur dire, en fait, à ce public qui t'a reçu, on va dire, à bras ouverts? Beaucoup de Lillois que j'ai croisés m'ont dit tu verras, ici, on n'a pas trop le soleil, mais on l'a dans le cœur. C'est exactement ça, parce que j'ai été accueilli comme si j'étais un ch'ti moi-même, voilà, depuis longtemps, à bras ouverts. Ma présentation en ville, improvisée, qui n'était pas prévue, je veux dire, pas communiquée, c'est super bien passé, bon enfant, et au stade, quoi, génial, quoi. Les gens que je croise dans la rue me disent merci d'avoir choisi Lille pour ton retour en France. Donc c'est aussi ce pourquoi je suis rentré au Bercail. Merci beaucoup. Merci d'être venu ce soir, et on est ravis de t'avoir accompagné pendant 20 ans et jusqu'à la fin, on verra, ça va encore continuer. Bien sûr, quelques années. Raison. Tiens, et puis petit cadeau, la revue de l'after. Ça, c'est le foot, c'était mieux avant. Ça fait de la lecture pour rentrer tout à l'heure à la maison. Beau David. Voilà. Et pour la Coupe du Monde aussi, parce qu'il y a une petite porte entrouverte. Ah, toi, c'est toi qui as entrouvert la porte, en fait. Moi, j'ai entrouvert la porte. Allez, merci Olivier. Nous, on continue le débat. On va parler de l'équipe de France qui joue demain, évidemment, face à l'Azerbaïdjan. Et justement, on vous fait gagner vos places. On le fait depuis lundi. Donc, vous le savez, vous envoyez France par SMS au 732-16. Il reste des places si vous voulez aller au match demain. Vous envoyez France par SMS au 732-16. Tentez votre chance dès maintenant. Le gagnant sera avec nous avant minuit. À tout de suite.